vidéo et puis je vais partager mon écran. Bonjour Hussam. Alors, la séance va porter sur deux parties du chapitre qui sont la relativité du temps et la dualité onde-particule. Onde-particule. Alors, pour finir sur la relativité du temps, on va voir l'importance de prendre en compte les effets de la relativité du temps pour le calcul des GPS. Ça, c'est les petits exercices qu'on va corriger. Et puis ensuite, je ferai directement du cours sur la dualité onde-particule. Je ferai juste un tout petit résumé sur les deux activités qu'il y avait à chercher, quels étaient un petit peu le message des deux activités, puis je passe à du cours. Ce cours, je vous l'ai envoyé par mail. Vous l'avez en mail, je l'ai envoyé il y a 5 ou 10 minutes par mail. Donc vous pouvez le télécharger et puis après suivre avec. En tout cas, vous l'avez dans vos mails. Alors, je reviens pour terminer sur la relativité du temps. Il faut comprendre que quand j'étudie un système, un événement dans un système, il faut que je définisse un référentiel. Et il y a un référentiel bien spécifique. C'est ce qu'on appelle le référentiel propre sur lequel se déroule l'événement. Je prends un exemple tout bête qu'on a déjà vu. Je prends un café. Bon quand je me prépare un café, c'est le référentiel propre. Si c'est sur Terre, c'est sur Terre que ça se déroule. Si je suis dans un train, le référentiel propre, c'est dans le train que ça se déroule. Et après, je vais distinguer une horloge qui est liée au référentiel propre, où on va mesurer ce qu'on appelle un temps propre, delta TP, et une horloge qui sera sur d'autres référentiels qui sont extérieurs à ce référentiel propre, qui mesureront des durées mesurées qu'on a delta TM. Et la durée mesurée est toujours plus longue que la durée propre. Et il y a un facteur qui permet de calculer quelle est la différence entre ces deux durées. Alors voyons le GPS. Le GPS, vous connaissez tous, vous l'utilisez sans savoir sur votre téléphone quand vous activez la géolocalisation, c'est que vous avez un GPS qui tourne. En fait, ça utilise plusieurs satellites. C'est des satellites qui sont en orbite circulaire, qui sont autour de la Terre, qui vont quand même à une vitesse qui est pas négligeable, qui vaut 14 000 km par heure. Ce qui est pas mal quand même. Chaque satellite possède une horloge atomique embarquée, donc qui mesure des durées propres. Chaque satellite va mesurer des durées delta TP qui seront propres. Donc delta TP1 pour le satellite 1, delta TP2, etc. Et ils envoient des signaux électromagnétiques qui contiennent des informations sur la position, la date exacte où ils ont été émis. Donc quand ils envoient un signal sur Terre, ils envoient dans ce signal l'heure à laquelle ils l'ont envoyé et la position à laquelle ils étaient. Le récepteur GPS au sol, donc votre téléphone, doit recevoir au moins 4 signaux de 4 satellites différents. Donc il faut qu'il y ait 4 satellites différents à différents endroits, devant, derrière, ici, qui envoient tous des signaux ici et tac sur c'est super brouillon ce que je fais là, qui envoient tous des signaux sur ma position et mon téléphone va calculer la position. Alors il va comparer les dates de réception et la date d'émission. Et cette comparaison permet au récepteur de calculer la distance qui le sépare de chaque satellite, grâce à un calcul appelé triangulation. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est exactement ici. Et c'est comme ça qu'on détermine la position au sol. Alors, si vous utilisez votre GPS quand vous marchez dans la rue, par exemple, vous regardez le petit point bleu sur Google Maps, par exemple, si on doit estimer l'ordre de grandeur de la précision avec laquelle ça vous géolocalise, vous pouvez dire que c'est quelques mètres, une dizaine de mètres. Moi, j'ai estimé que c'est à peu près une précision de 10 mètres. Quand vous bougez de 10 mètres, le point bleu, il se déplace. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. Donc, ça veut dire qu'un GPS a une précision, nous on le constate au quotidien, qui est de l'ordre de 10 mètres. Il peut nous géolocaliser à 10 mètres près. C'est peut-être un peu plus que ça d'ailleurs la précision, mais c'est un ordre de grandeur. Je rappelle, ordre de grandeur, c'est une puissance de 10.
Maintenant, le mouvement du satellite n'étant pas rectiligne, on admet que le temps propre est défini par l'horloge embarquée dans le satellite. Expliquer comment la relativité prévoit que l'horloge atomique embarquée à bord du GPS retarde par rapport à la même horloge restée au sol. On l'a dit, hein, une durée propre, delta TP, elle est toujours plus petite à une durée mesurée sur un autre endroit, par exemple sur Terre. Donc si elle est plus petite, ça veut dire que l'horloge, la montre, elle prend du retard. Si delta TP est là, ici, ça c'est la durée delta TP qui a balayé ce temps-là sur mon horloge, bah delta TM, lui, il a tourné plus, donc il va être par exemple ici, donc il a tourné de tout ça le cadran. Donc on a bien delta TP qui a pris du retard, enfin l'horloge qui est ici, l'horloge propre, elle a pris du retard sur l'horloge qui mesure sur Terre, parce que j'ai mesuré une durée plus courte. Donc si je considère deux événements localisés en un même point du satellite, séparés par une durée propre de valeur delta TP, alors on a dit que delta TP est inférieur à delta TM parce que j'ai cette relation-là. Alors on n'est pas obligé de reprendre cette relation, on a dit toujours la durée propre est toujours plus courte que la durée mesurée. Parce que le coefficient gamma là qui est là, il est supérieur à 1. Delta TP inférieur à delta TM, donc l'horloge propre retarde sur celle restée au sol. Alors la réponse est un peu lourde et longue, hein. On peut faire beaucoup plus court en sortant cette formule, en déduisant que delta TP est inférieur à delta TM, donc l'horloge propre retarde sur celle qui est au sol, qu'on appelle la durée mesurée. Donc calculons maintenant le retard accumulé en une journée terrestre par l'horloge embarquée à cause de l'effet relativiste. Donc la durée de l'événement c'est une journée. Donc cette durée propre, normalement c'est 24 heures fois 3600 secondes, ça fait un certain nombre de secondes. Et cette durée-là, avec cette relation, je vais calculer à combien elle correspond pour la durée mesurée. Et ensuite, je fais la différence des deux. Si je veux le retard, je vais faire delta TM, la plus grande, moins delta TP. Alors ici, delta TP moins delta TM, ça va me donner quelque chose de négatif, mais je ne tiendrai pas compte du signe moins. Donc je fais la différence des deux. Alors je pouvais calculer delta TP, calculer delta TM et faire la différence des deux. Ou alors le faire d'un seul coup, c'est un peu plus mathématique, mais ça revient au même. Donc la durée du jour terrestre, c'est 86 400 secondes. Avec la vitesse du satellite là, qui était donnée à 14 000 km/h, que je convertis en mètres par seconde, je fais le calcul de cette expression-là. Et je tombe sur un retard de 7,3 microsecondes. Donc entre delta TP, durée propre, et la durée mesurée, j'ai une différence de 7,3 microsecondes sur une journée entière. C'est pas beaucoup, hein, ça veut dire qu'on est à 0,0000073 secondes. Donc vous n'avez pas des montres qui sont aussi précises pour détecter un tel écart. Bon, maintenant, si je dois calculer l'erreur de positionnement que ça pourrait générer, calculer l'erreur delta D, donc c'est une erreur de distance faite par le GPS s'il calcule la distance qu'il sépare du satellite sans tenir compte du retard. Donc au bout d'une journée, quelle est l'erreur de positionnement du GPS? Alors, si j'ai un retard de 7,3 microsecondes et que le signal qui est envoyé, c'est comme c'est un signal électromagnétique, il voyage à la vitesse C, à la célérité C. Si j'ai ce décalage de temps de 7,3 millisecondes, je peux calculer la distance que ça peut générer ça à la vitesse C. Donc en faisant C fois ce retard-là, je vais avoir l'erreur de distance qui serait calculée par le GPS. Donc je fais C fois le retard, 3 fois 10 puissance 8 fois les 7,3 microsecondes, et j'obtiens environ 2,2 km d'écart, d'erreur.
Ça veut dire qu'au bout d'une journée, si je tiens pas compte de ce retard d'effet relativiste, du fait que les satellites voyagent vite et que leurs durées ne sont pas les mêmes que les durées sur Terre, au bout d'une journée, je vais avoir une erreur de positionnement de plus de 2 km. Ça va pas. Et c'est pas... vous voyez bien, sur une journée, votre GPS, il vous déplace pas de 2 km si vous n'avez pas bougé. Donc il faut tenir compte des effets relativistes dans le calcul des GPS. On est obligé. Un GPS, lui, il est précis à peu près à quelques mètres, à une dizaine de mètres près. Ça veut dire que on peut pas négliger cette erreur de positionnement, donc on peut pas négliger le retard relativiste ici du calcul de positionnement grâce au GPS. Bon, la dernière question, je veux pas la faire, la dernière question. Je vais passer à la dualité onde-corpuscule. J'espère que je vais pas trop vite. Si, on va faire un petit exercice d'application que je voulais vous laisser travailler quand même. Et dans l'exercice 10, page 253, je vais vous laisser chercher un petit peu. Ça, c'est un truc de base qu'il faut savoir faire. On a un accélérateur de particules. La particule se déplace à 92% de la vitesse de la lumière. Et elle a une durée de vie de 2,6 10-8 secondes. Donc elle s'est désintégrée au bout de 2,6 fois 10 puissance moins 8 secondes par rapport à son propre référentiel. On demande quelle a été la durée de vie de cette particule mesurée dans le laboratoire. Donc on nous demande de calculer delta Tm. Et puis, la question B, il y a une autre particule qui va à 98% de la vitesse de la lumière, et on mesure sa durée de vie depuis le laboratoire, elle vaut 4,5 10-10 secondes. Il faut calculer sa durée de vie propre. Donc ça c'est delta Tm en fait, qu'on a mesuré dans le laboratoire. Je vous laisse quelques minutes pour chercher. Ici il faut calculer delta Tm connaissant cette durée-là qui vaut delta Tp. Et dans le deuxième exercice, en fait, on fait l'inverse. On connaît la durée de vie mesurée dans le laboratoire, on veut savoir quelle est la durée de vie propre pour la particule dans son propre référentiel. Allez, je vous laisse à 5-10 minutes, je passerai au cours sur la dualité onde-corpuscule. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin, mais là, il faut faire le calcul, le delta Tm est égal à gamma delta Tp, et gamma, c'est le calcul de 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Je vous laisse chercher. C'est simple, puis on a quand même une grosse surface. Bon, après, tu vas me dire, si on met de la pierre, ça chauffe aussi, hein. Mais je trouve que c'est pas pareil. Déjà, c'est foncé. Puis moi, je sais pas. C'est ça. Et pour moi, bon, c'est pas un truc que je rentre chez moi.
pire avec cette nana, c'est qu'elle a grandi dans un quartier de la bourgeoisie, vers un immeuble. Elle n'a jamais pu faire un avis en banlieue qui est une fille d'un riche dans le jeu. Santé, quand tu manges. Il faut faire un micro rouge. Tu voudrais nous faire un film de Cours d'examen. Toujours en cours d'examen. Tu vois, c'était quelque chose que je connaissais pas. Alors moi, je l'ai interprété comme étant qu'ils n'avaient pas encore examiné les dossiers. Sur son BTS, elle m'a dit. Ouais, mais sur un des BTS, elle doit avoir ça. J'ai pas regardé en détail honnêtement, mais ouais. Bah ils ont tous. Moi je suis pas très inquiet pour eux, hein, mais j'ai pas regardé en détail hein, honnêtement. Mais si tu veux je regarderai et puis je te dirai. Mais je suis. Ouais ouais puis c'est des sur l'université non j'imagine sur des licences qu'ils ont pas. Hmm. Mais si tu veux je regarderai ce soir là puis
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça marche. Bon, je vais reprendre la classe là. Ouais, ouais, merci. Courage à toi aussi. Bisous. Ciao. Alors, bon, je vais reprendre la main là pour pas trop traîner sur ces exos. Il faut appliquer chaque fois la formule. Alors, je vais vous mettre ici hein, la formule euh, delta Tm égale à gamma fois delta Tp. Donc ici, gamma c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Delta Tp c'était 2,610-8. Et après je fais le calcul tout bête et sans me poser trop de questions. Et je trouve une durée mesurée depuis la Terre qui vaut 6,610-8 secondes alors qu'elle valait 2,610-8 secondes dans son référentiel propre. Donc on voit bien que delta Tm est plus grand que delta Tp. La durée mesurée est toujours plus grande que la durée propre. Et puis, dans la question B, en fait, il fallait faire l'inverse. On connaissait delta Tm, il fallait calculer delta Tp. Donc, en fait, de cette relation, je modifie et j'obtiens delta Tp égale. Donc, il suffisait juste de prendre ce paramètre-là, de le faire passer là-haut et de remplacer delta Tm par la valeur qui était indiquée. La valeur qui était indiquée, c'était 4,5 10-10 que je multipliais par racine de 1 moins V2 sur C2. Avec V2 qui vaut 0,98C. Et ça nous donnait 9, 10, 11 secondes. Donc c'est une application toute bête, vous l'aurez en vidéo par la suite. Je reste pas trop longtemps là-dessus. Alors, je vais passer maintenant donc à ce chapitre-là sur la dualité onde-particule. Un chapitre un peu particulier, un peu spécial. Il y a quelques chapitres comme ça, dont la relativité. On est en train de faire les chapitres étranges là, les chapitres bizarres. Enfin, quand je dis bizarre, c'est que c'est on touche du doigt les sciences modernes qui sont un peu moins intuitives que les sciences classiques. Alors, il y avait deux activités à chercher sur lesquelles je ne vais pas m'éterniser, je vais juste résumer un petit peu de quoi elles parlent, ces activités-là. Mais il faut comprendre que quand on parle des objets, enfin de l'univers en général, on avait jusqu'à présent tendance à distinguer deux types de choses. Les particules, donc les particules, vous êtes constitués de particules, hein, les électrons, les protons, les neutrons, tout ça, ce sont des petits grains de matière, ou les ondes, qui sont des choses qui sont pas matérielles et qui véhiculent de l'énergie qui se transmet de proche en proche. Donc une onde sonore, c'est pas de la matière qui se déplace, on l'avait dit, hein, c'est bien de l'énergie qui se déplace, une perturbation. Et donc on distinguait ces deux mondes-là en disant qu'une onde n'était pas une particule et qu'une particule n'était pas une onde. Et ce qui est étrange dans ce chapitre-là, c'est qu'en fin de compte, on a constaté que quand une particule est très petite, elle se comporte comme une onde. Alors on va le voir. Elle peut se comporter comme une onde. Alors, aspect ondulatoire et particulière de la lumière, vice versa, hein, je vais dire qu'une onde, comme la lumière, peut se comporter comme une particule également. Alors, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Le comportement ondulatoire de la lumière, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez que la lumière est une onde. Pour le prouver, quand on vous demande de citer deux phénomènes ou des phénomènes qui prouvent que c'est une onde, la lumière, la diffraction, c'est un phénomène qui ne peut être expliqué que parce que c'est une onde, et le phénomène d'interférence aussi. Ça ne peut être expliqué que parce que c'est une onde. Alors, je rappelle qu'une diffraction, si vous avez un trou comme ça et que vous avez une onde qui se rapproche de ce trou, si l'onde elle est, je sais pas moi, elle arrive comme ça, l'onde,
hop, comme des vagues. Ah, je l'ai mal fait là. C'est une question sur... Alors là, j'ai raté là, ma vague. Et ben, quand ça sort par le trou, bah, ça s'écarte un peu comme ça et ça se diffuse. Si vous étiez, vous n'êtes pas une onde, hein, si vous vous déplacez et que vous arrivez à travers un obstacle, vous savez bien tous que si je dessine un personnage qui s'approche ici, ou une foule avec plein de gens qui arrivent, hein, des particules qui arrivent, il y a plein de gens qui arrivent et il y a un seul passage, elle a bien conscience qu'une personne va pas ensuite se diffuser partout dans le trou, elle va décider d'aller par ici par exemple. Donc une personne reste une personne, elle peut pas s'étaler comme ça. Donc normalement, une particule, si je l'envoie dans un trou, bah, si c'est une balle, bah, je la retrouve en face, j'ai un impact de balle, quoi. Maintenant, pourquoi est-ce que la lumière peut être considérée comme une particule? Alors, dans l'activité 1, je vais pas la corriger, vous l'enverrez la correction. Et une expérience, c'est l'effet Compton qui a été fait par ce scientifique qui s'appelle Compton. Il a envoyé de la lumière, et en particulier des rayons X, dans de la matière. Donc c'est du graphite, c'est du carbone. Et il a constaté qu'alors qu'il envoyait une onde, comme ça, ben, il constatait que ça pouvait faire partir un électron, c'est-à-dire une particule de matière. Donc on pouvait avoir un choc entre une onde et une bille de matière. Donc il s'est dit, tiens, c'est quand même étrange qu'une onde puisse, comme une boule de billard, choquer une autre boule pour la faire partir comme ça. Il en a déduit, et cette onde ensuite elle se transforme en une autre onde, donc il reste une onde différente, et la bille ça la fait bouger. Donc une onde est capable de bousculer une particule, ce qui signifie qu'elle a un comportement de particules. C'est comme si elle agissait comme la boule blanche du billard, ou la boule avec laquelle on essayait de taper les autres boules pour les faire bouger. Donc une onde peut se comporter comme une particule parce qu'elle fait un choc. Ça, c'est le premier effet constaté qui permet de constater que la lumière a un comportement particulier. Et puis vous le savez, la lumière, on a dit qu'elle était constituée de photons, et les photons, ce sont des particules de lumière. Bon, qui ont une énergie égale h nu. Alors je vous mettrai la correction plus tard. Donc, Newton, c'est le premier à avoir dit que la lumière était constituée de petites particules massiques et rapides. En fait, elles n'ont pas de masse. On les appelle des photons. Maxwell a introduit la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Einstein a proposé le modèle du photon, c'est lui qui a parlé du photon, et il a dit qu'on pouvait le considérer comme une particule transportant un tout petit morceau d'énergie, E égale H nu. Mais donc cette particule est une onde puisqu'elle a une fréquence. Donc elle a un petit peu d'énergie en elle, elle est ponctuelle, enfin elle est localisée, elle n'est pas étendue, et elle a un petit peu d'énergie. Donc l'effet Compton, c'est une manifestation de ce comportement particulier, c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'onde qui arrive sur un électron par exemple produit ce qu'on appelle une collision dite élastique entre un photon, donc une particule ondulatoire, avec un électron, une particule de matière. Après la collision, le photon voit son énergie diminuer, et l'électron, lui, part avec une partie de l'énergie initiale puisqu'il s'est mis à bouger. L'effet photoélectrique, c'est un autre effet qui prouve que la lumière est une particule. Donc, si je focalise sur la lumière dans un premier temps, on peut bien dire qu'il y a une dualité, c'est-à-dire qu'il y a deux comportements. La lumière peut avoir les deux comportements, le comportement ondulatoire et le comportement d'une particule. Selon les conditions expérimentales, la lumière peut se comporter soit comme une onde, soit comme une particule. Quand elle bouscule un électron, elle se comporte comme une particule. Quand elle diffracte ou quand elle interfère, elle se comporte comme une onde. C'est ça la dualité.
Alors là où ça devient beaucoup plus étrange, c'est lorsqu'on parle de particules de matière. Alors, je vais vous passer une petite animation pour que ce soit un petit peu peut-être plus parlant que simplement moi qui parle. Alors j'espère que vous allez entendre le son. Si vous l'entendez pas, vous me dites, faut que je mette au maxi là. Vous entendez? Est-ce que vous entendez le son là? Dites-moi si vous entendez le son. Ouais? Ah non, mince. Vous entendez pas le son. Ok, bon. Alors bah je vais faire les commentaires moi. Donc le yin et yang de l'électron. Et tout d'abord, la lumière. Alors, Est-elle une onde la ou une lumière, est-ce que particule? c'est une onde ou une La question s'est particule? posée dès l'époque de Newton. Dès Elle l'époque a de divisé le Newton, monde scientifique les jusqu'aux scientifiques expériences étaient décisives du divisés en deux XIXe mondes. siècle, confortant l'hypothèse Vous ondulatoire. aviez Newton qui pensait que c'était, puis L'une des plus d'autres célèbres est scientifiques celle de que Thomas c'était une Young en particule, et puis 1802. Maxwell qui disait que Un c'était une onde. faisceau de lumière qui passe à travers deux fentes parallèles Après produit l'épreuve des du fait que interférences la sur lumière l'écran. était une onde, bah c'est L'alternance de bandes sombres la et de diffraction bandes et claires l'interférence, est on l'a claire. dit. À la fin du XIXe Donc siècle, la lumière la est une question onde. semble définitivement réglée. Et La lumière est une onde. il Le semblait spectre que tout le monde était électromagnétique, d'accord pour qui se considérer que la construit peu lumière à était peu, une onde. est gradué en longueur d'onde. Et donc on graduait les différentes lumières en longueur d'onde. On classait les lumières comme ça. Mais en 1905, Mais en Einstein 1905, cherche à expliquer l'effet photoélectrique, Einstein cherche à une expliquer émission l'effet d'électrons par une plaque photoélectrique. métallique exposée à la lumière. Donc on expose une plaque photoélectrique à la lumière et en fait on constate À la lumière, mais pas que n'importe laquelle. en fonction de Pourquoi la une lumière lumière ça bleue est-elle marche capable et avec d'extraire d'autres les lumières ça ne électrons du marche pas. métal, mais pas une lumière rouge, Une lumière même en rouge, augmentant et même augmentant si je la encore mets son au intensité? maximum, j'ai pas des électrons qui sont libérés. Alors qu'une lumière violette, ça libère des électrons quelle Inspiré que par soit Planck, son intensité. Einstein annonce alors que la lumière est composée Donc de Einstein il dit quantas. qu'en fait la Plus lumière tard baptisés photons, c'est ces une particules sans particule masse ont une énergie qui dépend de la ondulatoire, donc fréquence qui de a l'onde une associée. fréquence, Le mais spectre qui est électromagnétique localisée et qui s'enrichit dure d'une pas nouvelle éternellement. échelle graduée en énergie. Du coup, lui, il classe l'onde électromagnétique, enfin la lumière, en énergie et non Mal plus reçue en au longueur d'onde. départ, l'idée des quantas de lumière est mieux comprise en 1913 quand Niels Bohr établit son modèle à l'électron n'en est pas capable, son nom Alors, photoélectron, 4. Alors que la double nature de la lumière reste difficile à admettre, si je le passe, physicien français Louis de Broglie, mais également une onde. alors, La dualité. non, j'en parlerai plus tard de ça, ça va trop vite là. Ça vaut pas, je pense que ça vaut pas le coup de faire les animations si c'est moi qui parle en même temps. Passons à l'activité 2. En résumé, les électrons sont normalement des billes de matière. Donc des petits points de matière comme ça qui ont une charge électrique négative. Alors, il a été réalisé une expérience par Louis de Broglie, qui se prononce Louis de Broglie. Ne me demandez pas pourquoi, ça s'écrit Broglie mais ça se prononce de Broglie. Il propose en 1923 d'associer une onde à une particule matérielle comme l'électron. Alors il a trouvé des preuves expérimentales. Il a fait une expérience en envoyant des petites billes d'électrons. Donc il a envoyé des électrons sur un obstacle. Et il a constaté que au lieu d'avoir un choc tout simple pour cet électron, admettons que ce soit un trou ou un obstacle, au lieu de constater que sur l'écran il retrouvait les électrons qui avaient traversé ce trou-là, en faisant passer les électrons successivement les uns après les autres sur l'écran qui est ici, alors qu'il s'attendait normalement à voir des électrons arriver tous en un endroit comme ça qui est en face du trou, hein. Mais il a constaté que les électrons arrivaient un peu là, et puis progressivement ça dessinait un dessin qui correspond à une figure de diffraction.
Donc tous ces petits points, l'impact des électrons, progressivement, à force de les avoir, ça fait un dessin de diffraction, qui correspond à la diffraction qu'on obtient avec la lumière normalement. Il en a donc déduit qu'un électron se comporte comme une onde. Et pour faire le lien entre la matière et l'onde, il a dit que la longueur d'onde d'un électron, elle est égale à une constante qu'on appelle la constante de Planck, divisée par la quantité de mouvement de l'électron. Je rappelle que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc on peut calculer la longueur d'onde d'un objet matériel, une particule, qui a une quantité de mouvement faible. Et on peut calculer sa longueur d'onde. Et donc ça peut diffracter. De la même manière, on la fera pas, mais il y a une autre activité qui montre que, j'en parle tout de suite, qu'on peut envoyer sur des fentes cette fois-ci, des particules de matière, sur 2 fentes, et ces particules de matière, elles vont interférer avec elles-mêmes, et progressivement, petit à petit, si j'envoie qu'une seule particule, sur l'écran, je vais avoir qu'un seul impact, un seul point. Mais si j'envoie des particules les unes à la suite des autres, je vais avoir plusieurs impacts et petit à petit, je vais voir un dessin se dessiner qui représente une figure de diffraction. Donc ça veut dire que la particule qui arrive ici, en fait tout se passe comme si elle était ondulatoire, c'est bizarre, mais pourtant c'est la réalité, et comme si elle passait par les 2 trous en même temps, et qu'elle interfère avec elle-même pour arriver en un endroit de l'écran bien spécifique. Donc qu'est-ce que dit De Broglie? Il a fait l'hypothèse que la matière pouvait avoir un comportement ondulatoire. Pour la matière qui est microscopique, ce n'est valable que pour protons, électrons, neutrons. Pour les objets qui sont un peu plus gros, ça marche plus. La longueur d'onde est tellement faible qu'on voit plus d'effet ondulatoire. Donc il a observé le phénomène de diffraction pour des électrons, en présence d'un obstacle. Quelques années plus tard, c'est le phénomène d'interférence d'électrons qui a été observé, validant et complétant l'hypothèse de De Broglie. Les objets microscopiques tels que des électrons, des protons ou des neutrons ont aussi un comportement ondulatoire et puis corpusculaire puisque c'est des particules à la base. Qu'est-ce qui va faire le pont entre une particule et une onde? C'est la relation de De Broglie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que chaque particule en mouvement est associée à une onde de matière de longueur d'onde lambda liée à la quantité de mouvement de la particule P. Et la relation qui les lie, c'est ça. Cette relation, elle fait le pont entre les 2 mondes. Si je mets en rouge le monde des ondes, c'est ce qui est lié à la longueur d'onde, ça. Ça veut dire que la particule a un comportement ondulatoire puisqu'on lui affecte une longueur d'onde. Maintenant, si elle a une quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de comportement corpusculaire ou particule, parce qu'on a une certaine masse fois une certaine vitesse. Donc ça veut dire que c'est une particule ou un corpuscule. Donc cette relation, elle permet de faire le lien entre les deux. Je pourrais faire l'hypothèse que vous êtes une onde. Si vous vous déplacez avec une certaine vitesse, vous êtes sur votre vélo, vous vous déplacez à 20 km/h ou 20 mètres par seconde, vous avez une masse de 70 kg, on peut calculer votre quantité de mouvement. Et avec cette relation, on pourrait calculer la longueur d'onde de votre corps. Si vous faites les calculs, vous obtenez une longueur d'onde qui est tellement faible qu'il n'est pas possible d'observer un phénomène ondulatoire avec votre corps. C'est pas possible. Mais c'est bizarre, pourtant c'est ce qu'on constate à l'échelle microscopique. Cette longueur d'onde, elle est de l'ordre de grandeur de certaines ondes lumineuses, et donc on observe les mêmes effets que pour les ondes lumineuses. Alors H c'est la constante de Planck, et P la quantité de mouvement. Conditions d'observation du comportement ondulatoire. Le comportement ondulatoire, diffraction ou interférence des objets microscopiques n'est significatif que si la dimension de l'obstacle, donc la dimension A de l'obstacle, ou de l'ouverture, est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde lambda. Bon, ça c'est ce qu'on avait déjà vu lorsqu'on parlait de diffraction.
Donc ça veut dire qu'il faut un obstacle très très petit, puisqu'en général les longueurs d'onde calculées avec cette relation sont toutes petites. D'après cette relation de De Broglie, pour que l'aspect ondulatoire de la matière se manifeste, il faut que la masse de la particule soit très faible. Sinon, on ne voit pas de manifestation. C'est le cas pour les électrons, pour le proton, pour le neutron. Mais ça s'arrête un peu là. Dans le cas contraire, la longueur d'onde est tellement faible qu'il n'existe aucun obstacle ou ouverture suffisamment petit pour pouvoir diffracter l'onde. Donc vous ne pourrez pas diffracter à travers une porte, c'est pas possible. Parce que votre longueur d'onde calculée avec cette relation, elle serait vraiment super faible. Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'une particule, si j'en envoie qu'une seule, je ne veux pas avoir une figure de diffraction tout de suite. Je vous le montre ici. Mais je vais avoir un impact. C'est qu'en faisant une multitude d'expériences les unes à la suite des autres avec plein de particules qu'on va observer la figure de diffraction. Donc il y a un aspect aléatoire à l'impact que va donner la particule. Alors, si je vous le montre ici, j'espère que ça marche. Alors vous n'aurez pas le son, mais vous voyez, voici, vous voyez mon écran. Hein. Lecture impossible. Et pourquoi? Ah. C'est peut-être ça. Et pourquoi il veut pas me le lire? Hein. Je vais le lire avec VLC, on va voir. Il démarre ou pas? Ah oui. Donc, si je démarre tout de suite avec une seule particule à travers deux fentes, bah, cette particule, je vais peut-être la retrouver là, par exemple. Puis la deuxième là, puis la troisième là. Donc, j'ai un côté aléatoire. Je ne sais pas, a priori, où ça va sortir. C'est que en menant les choses de façon très nombreuse, et les unes à la suite des autres, que progressivement, si vous regardez, la figure d'interférence va apparaître, avec des petits points qui sont des impacts de ces particules. Donc si je menais l'expérience qu'avec une seule particule, je pourrais pas en déduire que c'est ondulatoire. Je pourrais juste dire, bah ça arrive derrière l'obstacle à un endroit que je peux pas prévoir. Et puis finalement, dans le temps, à force de faire fonctionner, de faire passer des milliers et des milliers de particules à travers ces deux fentes, bah, je vois qu'en fait, il y a certaines zones qui sont privilégiées plus que d'autres, et donc qui ont plus de probabilité d'être impactées que d'autres. Et on observe une figure d'interférence où on revoit ici l'interfrange, etc., ce qu'on avait vu dans un chapitre précédent. Bon, je termine le cours. Je sais que c'est un peu rapide hein, sur tout ça, mais il faut retenir l'essentiel, c'est qu'une petite particule de matière peut se comporter comme une onde et sa longueur d'onde est calculée avec la loi de De Broglie. Les phénomènes quantiques sont des phénomènes où interviennent des objets microscopiques, électrons, protons, oula, elle est repartie la vidéo, et qui ne s'expliquent pas par les lois classiques de la physique. Dans le cas de la figure d'interférence obtenue avec un faisceau d'électrons et des fentes d'ions, chaque électron arrive en un point bien déterminé sur l'écran. Mais sa position, elle n'est pas prévisible, elle est aléatoire, c'est peut-être au centre, sur le côté. Il n'est pas possible de déterminer par quelle fente passe l'électron, car toute tentative d'observation perturbe le phénomène et entraîne la disparition de la figure d'interférence. Ça, c'est un côté très bizarre aussi. Si je regarde, si j'essaye de savoir par où est passée la particule, par laquelle des deux fentes, j'ai plus d'interférence derrière. Les électrons se comportent comme des particules localisées spatialement, mais la position de l'impact sur l'écran ne permet pas de déterminer la trajectoire des électrons. Donc les électrons ont un comportement ondulatoire car ils forment une figure d'interférence. Mais pour avoir interférence, il faudrait que les électrons interfèrent entre eux. Or si on les envoie un par un, ce n'est pas possible. Donc c'est comme si les électrons passaient par les deux fentes en même temps pour interférer, ce qui n'est pas envisageable pour une particule indivisible. Donc la distribution spatiale, c'est-à-dire l'endroit où on trouve les petits impacts des électrons, semble chaotique au départ.
quand j'ai un petit nombre d'électrons. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout d'un nombre important d'impacts, la figure d'interférence se construit petit à petit. Le comportement aléatoire des particules quantiques permet tout de même d'extraire des informations de nature probabiliste. Les franges s'interprètent comme une alternance de zones où un électron a une probabilité de présence minimale ou maximale. Bon, je vais pas aller plus loin dans ce chapitre. Je sais que certains n'auront pas forcément tout compris. C'est pas super facile. Je vais juste vous demander de chercher quelques exercices où il y a l'utilisation de la loi de Broglie à savoir utiliser. C'est tout ce qu'il faut savoir faire, et puis dire qu'un photon ou un électron, un photon c'est normalement une onde, un électron c'est normalement une particule de matière, l'un et l'autre peuvent se comporter comme une onde ou comme une particule. Donc je vous mets par mail les petits exercices à chercher, et puis je vous mettrai aussi le cours qu'on démarrera en chimie organique, où on commencera la réactivité, pourquoi les réactions se font et comment est-ce qu'elles s'organisent, les réactions chimiques, qu'est-ce qui dans les liaisons se détruit, se forme, comment tout ça se produit. Donc ça sera beaucoup plus facile à comprendre, et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus complet. Bon, je vous laisse là, désolé pour le rythme, c'est un peu soutenu, mais on va boucler le programme. Là, il nous faut, ce que je disais à Madame Mouillac tout à l'heure, on a encore 3 chapitres à voir, donc en 3 semaines, normalement, ça devrait être plié. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez pas de questions ? Vous dormez ? Non ? Ok. Dans ce cas-là, je vous dis à jeudi, je ferai une séance jeudi, je vous envoie tout le travail par mail. Bonne journée Gada. Alors on finit mi-juin les cours, on verra, on n'en sait rien pour l'instant. Je sais pas, on va avoir un peu plus d'informations cette semaine. Je pense que très probablement ils vont demander aux élèves qui sont à la limite d'avoir le bac d'être plus présents que ceux qui l'ont déjà en contrôle continu. C'est des suppositions que je dis. Et dans ce cas-là, on pourra organiser quelques évaluations au courant juin. Mais ça, j'en sais rien en fait. C'est une supposition. On en reparle jeudi, peut-être qu'on aura plus d'informations. Allez, au revoir à tous.